Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans le cadre de l'élément de module audit de la formation relative à la licence en sciences économiques et gestion à la faculté polydisciplinaire de CEFI, nous avons le plaisir d'enchaîner par le troisième chapitre qui est intitulé « Le planning des audits ». Après avoir vu dans un premier chapitre les généralités de l'audit et dans un deuxième chapitre la qualification des auditeurs, aujourd'hui on va apporter l'éclairage sur le planning des audits pendant un exercice d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire une année. Pour le planning des audits pendant un exercice d'une année, nous tenons compte de 3 éléments. Le premier élément, c'est relatif aux entrants, les éléments entrants pour planifier l'audit pendant un exercice d'audit. Dans un deuxième temps, on va élaborer le planning des audits pendant un exercice d'une année. Les différents types d'audits, que ce soit audit interne, audit externe, audit client, audit fournisseur, ainsi de suite. Au niveau du troisième élément, nous allons traiter les éléments sortants d'un processus de planification des auditeurs. Donc les éléments sortants d'un processus planning des audits. Pour ce qui est des éléments entrants d'un planning des audits, dans un premier temps, on va se poser la question, lorsque l'auditeur ou le responsable d'audit au sein d'une structure est en train de planifier les audits d'un exercice, il tient compte des inputs relatifs à l'audit. Premier élément entrant, c'est l'importance du secteur à auditer. L'importance du secteur à auditer. On va donner de l'importance aux processus qui sont au cœur du métier, c'est-à-dire les processus réalisation, qui auront une fréquence plus importante que les processus management et les processus support. Parce que, en général, c'est là où se crée la valeur ajoutée au niveau des différents processus de la transformation de la matière première ou bien la préparation du service. Donc, pour une activité donnée, nous pouvons citer comme exemple une activité de prestation de service, la formation. La formation au niveau d'un établissement, il a comme processus réalisation. Nous avons l'ingénierie de formation. Comme premier processus, nous avons en deuxième lieu la planification de la formation. Et comme troisième processus, nous avons la réalisation de la formation.
quatrième et dernier processus, c'est l'évaluation de la formation. Donc, ces processus cœur du métier, ils doivent avoir une fréquence plus importante que les fréquences de processus management et processus réalisation. Donc, lorsque je parle d'ingénierie de formation, c'est quelle formation on va dispenser pour quels participants éventuels. Quels sont les étudiants qui vont bénéficier de ce genre de formation. Donc, il se peut qu'en fréquence pendant une année, chaque processus il soit audité 3 à 4 fois, minimum au niveau de l'audit interne. On va voir qu'il y aura même des audits externes qui feront l'objet de l'examen des processus en question. Deuxième élément important au niveau des inputs, c'est la qualification des auditeurs, c'est-à-dire les compétences des auditeurs que nous avons en tant qu'entreprise. En interne, il y a une liste des auditeurs qui sont qualifiés et que le responsable du management des audits, il doit tenir compte du nombre, des compétences et de la disponibilité et la qualité des rapports de l'audit et le déroulement de l'audit des audits précédents. Troisième élément au niveau des entrants, c'est l'autonomie de l'auditeur par rapport au secteur à auditer. Un auditeur qui appartient à une fonction, qui exerce au sein d'une fonction, n'a pas le droit d'examiner cette fonction, parce qu'il ne sera pas objectif, il sera juge et partie. Donc, aucun auditeur ne peut auditer sa propre fonction. Quatrième élément, on tient compte des résultats des audits précédents. Donc, résultats, audits précédents. Et on va remarquer qu'il y a des secteurs qui sont maîtrisés, qu'ils n'avaient pas un nombre important d'écarts qui ont été enregistrés au niveau de ces secteurs-là. Par contre, des secteurs non maîtrisés, ils auront, il se peut qu'on a enregistré un nombre important de non-conformités au niveau des secteurs bien particuliers. Dans ce cas-là, la fréquence des secteurs non maîtrisés doit être élevée. On doit hausser, on doit prévoir un nombre important d'audits pendant l'année. Par contre, les secteurs qui sont maîtrisés, leur fréquence peut avoir une revue à la baisse. D'accord? Donc, après le résultat des audits précédents, on tient compte aussi des attentes et la satisfaction des parties prenantes de la structure. Les parties prenantes de la structure, dans un premier lieu, c'est les clients. Les clients, ils doivent être satisfaits
satisfaits. Dans un deuxième temps, ce sont les fournisseurs. Les fournisseurs, on doit déployer le principe win-win, gagnant-gagnant. Troisième type de parties intéressées, ce sont les salariés. Ils doivent être motivés. Quatrième type de parties prenantes, c'est le pouvoir public. La transparence au niveau des relations. Autre type de parties prenantes, le voisinage. On doit avoir un bon voisinage avec les riverains de la structure. Puis, autre partie prenante, la banque. La banque, on doit être solvable pour payer les échéances. Pour la banque, l'assurance aussi, elle a des attentes qui se manifestent au niveau de comment garantir et maîtriser la gestion des risques. Autre partie prenante, ce sont les collectivités territoriales qui ont comme attente le développement des territoires en question. Donc on tient compte à la fois des attentes au départ et on va déployer la stratégie prévue par la plus haute autorité, la direction, et ensuite nous avons un deuxième niveau, c'est-à-dire la satisfaction des parties prenantes, les doléances, les évaluations, les différentes réclamations qu'on peut avoir des parties prenantes. Voici en général les entrants qui sont tenus en compte lors du planning d'un audit. Deuxième section, c'est l'élaboration du planning lui-même. Il doit y avoir de l'information documentée, c'est-à-dire on doit élaborer un document d'enregistrement. Et dans ce cas-là, on va prévoir au niveau d'une matrice les différentes colonnes qui comportent dans un premier temps le secteur à auditer du système ou la fonction. Le secteur à auditer. Si on raisonne en termes d'approche processus, on peut prévoir les trois types de processus. Dans un premier temps, les processus management. Supposons que cette structure, cet établissement, elle a deux processus management. Le premier processus management et le deuxième processus management. Le premier peut être intitulé pilotage. Le deuxième, mobilisation. Après le processus management, on doit scinder les différents processus réalisation. Comme on a cité tout à l'heure, pour une activité de formation, elle a 4 processus. L'ingénierie de formation, c'est l'élément sortant de l'ingénierie de formation, c'est le descriptif de la formation. Deuxième type de processus, la planification de la formation. L'élément sortant de ce processus-là, c'est l'emploi du temps, qui prévoit les ressources temporaires, les ressources humaines, les participants, les salles, ainsi de suite. Troisième type de processus, c'est le processus réalisation. Ce qu'on a prévu au niveau de l'ingénierie et au niveau de l'emploi du temps, on va le mettre en exécution, réaliser la formation. Donc, c'est dispenser les différentes cours relatives à cette formation. Le dernier processus de réalisation au niveau de cette activité, quatrième,
c'est l'évaluation de la formation. Une fois les lauréats, ils ont leur diplôme ou certificat, on va prévoir dans un processus comment évaluer la qualité de ces lauréats-là. Est-ce qu'ils répondent aux différentes attentes des parties prenantes, l'étudiant lui-même, ses parents, les pouvoirs publics. En général, dans une formation, on veut former un citoyen responsable pour le pays. Il y a aussi les attentes du marché du travail par rapport à la formation suivie. Est-ce que le lauréat il a trouvé des débouchés pour exercer une fonction? Après avoir vu les processus réalisation, on va planifier les processus, troisième type de processus, qui sont processus support. Les processus support, ils sont relatifs aux ressources. Donc, pour une activité, par exemple, d'un établissement de formation, on peut avoir comme processus support numéro 1, gestion des ressources humaines. Donc, il comprend à la fois le recrutement, la formation continue, l'évaluation du personnel à la fin de l'année, la communication interne et la gestion de carrière. Deuxième type de processus, c'est la maintenance. La maintenance qui est relative à l'installation du matériel, l'entretien du matériel, maintenance corrective, maintenance préventive, ainsi de suite. La gestion des bâtiments, de l'infrastructure. Ça peut être prévu comme activité au niveau du processus maintenance. Puis, nous avons processus numéro 3, c'est le processus système d'information. Système d'information, l'ensemble d'informations, comment elle est gérée au sein de l'entreprise. Les flux d'informations qui sont générés et qui circulent au sein des différents niveaux de l'entreprise. Dernier processus support, on peut parler des ressources financières et parler du processus finance. Ça, c'était la première colonne de notre matrice au niveau du planning des audits. Deuxième colonne, c'est relatif désignation des auditeurs qui va réaliser cette mission d'audit. On va les affecter. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Supposons que ce sont des auditeurs qui vont réaliser la mission d'audit. Et puis, nous avons l'interface au niveau du secteur à auditer. Donc, c'est le responsable du secteur, ou bien c'est l'interface où on va l'appeler auditer. L'auditer, c'est-à-dire la personne, en principe, pilote du processus. Il doit être compétent et responsable. Et s'assurer que c'est le responsable supérieur, hiérarchique du processus. Parce que si on s'aventurait à examiner un niveau inférieur, on risque de ne pas avoir les éléments indispensables pour l'investigation en question.
Donc les audités, IJ, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ce sont les noms des audités. Donc dans le cas d'une approche processus, ce sont les pilotes de processus. Il faut s'assurer qu'il est disponible, il faut s'assurer qu'il est compétent, il faut s'assurer qu'il a l'autorité nécessaire pour répondre aux différentes questions. Bon, on va étaler nos audits le long de l'année. Donc on va prévoir les différents mois de l'année. Je peux citer un exemple d'une année. Donc ici, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Donc, c'est le janvier l'année N, février l'année N, mars l'année N, avril l'année N, mai l'année N, ainsi de suite. Donc, on va faire en sorte qu'on va prévoir des audits le long de l'année. Et chaque mois, on va faire en sorte de prévoir des audits en question. Donc, la première des choses, on a dit, les cœurs des métiers, ils doivent avoir une fréquence importante. Donc, je commence par le processus réalisation. Donc, je vais prévoir au niveau du janvier, supposons qu'on a décidé 3 audits chaque année. Donc, je vais prévoir un audit pendant le mois de janvier, l'ingénierie de formation, un autre audit en mai et un troisième audit au niveau du mois de septembre. Deuxième processus qui est relatif à la planification de la formation. Là aussi, on va prévoir 3 audits pendant l'année. Dans ce cas-là, en février, juin et octobre. La même chose pour réalisation. On va prévoir 3 audits le long de l'année. Et enfin, l'évaluation de la formation, on va prévoir 3 audits pendant l'année. Pour ce qui est des processus pilotage, on peut prévoir un audit pendant l'année. Donc, on choisit par exemple mai et on choisit le mois décembre. Par exemple, le pilotage pendant mai et la mobilisation pendant le mois de décembre. Lorsque je parle pilotage, c'est les différentes stratégies de l'entreprise, ce sont les objectifs et les indicateurs qui sont déployés, aussi les engagements, les valeurs et les principes, les politiques qui sont tracées au sein de l'entreprise. La mobilisation, c'est la question de mettre à la disponibilité des différents responsables de l'entreprise les ressources nécessaires pour décliner les stratégies et les orientations de la plus haute autorité. Et puis, après avoir vu le planning des processus
réalisation et le processus management, on va planifier le processus support. Donc le processus support, par exemple, je vais commencer en juin pour une fréquence, un audit chaque année du GH et on va le prévoir au niveau du mois de juin. Pour ce qui est du deuxième processus, la maintenance, on va prévoir aussi un seul audit pendant l'année. Pendant l'année, il doit y avoir un audit, par exemple, pour dispatcher, on va le faire au niveau du mois de septembre de l'année 1. Puis, nous avons le troisième processus support qui est système d'information. On peut le prévoir pour décaler entre les différents processus système. On va le décaler de 3 mois. On va le prévoir en décembre de l'année. Et puis en dernier lieu, le processus finance, on va le prévoir pendant le mois mars de l'année. D'accord? Donc supposons que c'est l'année 2020. Donc en principe, nous sommes en mars. Les audits de janvier et février et mars, ils sont en cours, ils doivent être réalisés. Donc, on peut avoir cet état d'avancement de l'audit. Donc, comme clé, lorsque c'est un rang vide, il s'agit d'un audit planifié. Et lorsqu'il s'agit d'un rang avec coché, donc c'est un audit, il a planifié et réalisé. Derniers éléments au niveau du planning, on doit tenir compte des audits externes. Des audits externes qui sont que l'entreprise doit avoir pour examiner son système par les différents organismes certificateurs. Supposons que l'entreprise est déjà certifiée, elle a déjà suivi l'audit certification et elle a un audit de suivi pendant le mois d'avril. Donc là, on va prévoir l'audit suivi. L'audit suivi, par exemple, du système management, la qualité et ou l'environnement et ou la santé et sécurité au travail, ou bien un système qui est intégré QSE, à la fois qualité, environnement, santé, sécurité au travail. L'entreprise peut avoir des audits fournisseurs. Il va prévoir des audits de ses fournisseurs, surtout de la matière première, pendant lesquels il va se prononcer sur la qualité du fournisseur, du système, la pertinence du système de management des fournisseurs. Par exemple, une société qui achète en matière première pour fabriquer des articles en plastique.
il doit auditer, ou là, il peut prévoir comme dispositif de sélection et d'évaluation des fournisseurs, l'audit fournisseur. Nous avons aussi des audits clients. Les audits clients, c'est le client qui va auditer la structure. C'est le cas d'une société qui exerce dans le domaine du montage des voitures, des engins. Et dans ce cas-là, il va travailler avec des équipementiers automobiles, c'est-à-dire des entreprises qui fabriquent des moteurs pour engins, des pare-chocs, des vitres, des carrosseries, des câblages, ainsi de suite. Et donc, lorsque une entreprise de câblage, il va être audité par la société cliente qui achète le produit pour le montage des engins, dans ce cas-là, on parle d'audit client. On peut rencontrer d'autres types d'audits selon le cas, selon les circonstances, ainsi de suite. Le planning d'audit n'est pas statique, il est dynamique. On prévoit au début de l'année, mais il se peut que des événements bien particuliers peuvent déclencher d'autres audits qu'on peut les prévoir. Par exemple, une partie prenante qui est insatisfaite pendant une période donnée et on a remarqué que le nombre de doléances est devenu important. Comme dispositif, l'entreprise peut prévoir des audits non planifiés. Ce document relatif au planning de l'audit, il doit être à la fin complété par une mention où on responsabilise celui qui a élaboré ce planning des audits et aussi l'implication de la plus haute autorité. C'est pour cela qu'on doit avoir des noms, donc responsable management des audits au sein de l'entreprise. Et puis, j'ai par exemple la plus haute autorité de l'entreprise, le directeur général. D'accord? Avec les noms, X, Y par exemple, et avec l'approbation, c'est-à-dire la signature au niveau de ce document d'enregistrement. C'est de l'information documentée. Voici ce qui est de la deuxième section. En ce qui concerne la troisième section, qui est relative aux éléments sortants d'un planning des audits, nous avons trois éléments qu'on doit en tenir compte en tant qu'élément output du planning des audits. Dans un premier temps, ce planning des audits, il doit être documenté. On ne peut pas avoir un planning d'audit d'une manière orale ou tacite, comme ça, n'est pas formalisé dans un support. Donc, nous devons avoir l'information documentée. L'information documentée du planning des audits. L'information documentée, ça relève des exigences, parmi les exigences lors d'une mission d'audit, c'est-à-dire on ne peut pas parler de planning des audits et qu'il n'est pas matérialisé dans un support. Puis, deuxième élément sortant important, c'est l'approbation. L'approbation de la plus haute autorité. Approbation de la plus haute autorité. Plus haute autorité.
Donc, c'est une exigence qui implique la plus haute autorité pour l'approbation et la vérification du contenu du planning des audits. Donc ce n'est pas l'affaire seulement du responsable management des audits. Le responsable management des audits, il prépare, mais la plus haute autorité, il approuve. Il faut savoir que la plus haute autorité, elle a un rôle au niveau de l'analyse des résultats d'audit, c'est-à-dire la fin de l'exercice, la fin de l'année, il doit faire une synthèse des différents audits que l'entreprise a subis et il voit parmi les éléments qu'on doit tenir compte à ce niveau-là, c'est qu'il y a des recommandations qui doivent se faire pour planifier l'audit en question. Donc, c'est le cas des secteurs qui enregistrent des écarts importants. C'est le cas des types de dysfonctionnements qui sont fréquents. Est-ce que c'est relatif à l'humain? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est le management? Est-ce que ce sont les moyens? Est-ce que c'est le milieu? Ainsi de suite. Donc on doit se prononcer sur les secteurs qui sont à risque et puis les types de dysfonctionnements qui sont redondants. En dernier lieu, au niveau des outputs, il doit être diffusé. Ce planning des audits n'est pas l'affaire seulement des responsables management audit et la plus haute autorité, mais on doit la diffuser pour l'ensemble des auditeurs et des audités. Ça peut être affiché au niveau des différents points de communication ou bien au niveau des moyens intranet, par exemple, où nous avons toujours ce document, comme j'ai dit, qui est dynamique. C'est-à-dire ici, on doit tenir compte de la date, donc le jour, le mois et l'année. Et puis ici, c'est là au niveau de la cartouche, révision, référence et nombre de pages. Là, c'est le logo. On peut prévoir le nom de l'entreprise, la structure en question, et nous avons notre planning des audits. Voici en général les 3 éléments qu'on doit en tenir compte lors de l'élaboration d'un planning d'audit d'une structure qui, pendant un exercice donné, il prévoit des audits internes et des audits externes. Ici, on a raisonné en termes d'approche processus, c'est-à-dire la cartographie des activités de l'entreprise qui nous a servi à élaborer ce planning-là. Après avoir traité le planning des audits dans un 3e chapitre, comme on a pu le suivre pendant cette séance-là, je vous invite à suivre la séance ultérieure qui sera relative au chapitre préparation de l'audit. Sur ce, je vous souhaite plein de succès et bonne continuation.